Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici? Comment voient-ils l'île évoluer? Quel est leur endroit préféré? Les souvenirs qui les ont marqués? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes, un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Bernard Pes. Bonjour Bernard, merci de m'accorder un peu de votre temps. Votre famille est arrivée d'Italie en 1913 sur l'île. Vous avez vous-même grandi à Porquerolles. Vous êtes photographe spécialisé dans le portrait. Vous avez travaillé dans la presse, la publicité et le monde de la mode, ce qui vous a conduit à passer une grande partie de votre carrière à Paris. J'ai lu que vous étiez l'auteur des premiers portraits de Carla Bruni. Votre travail a été révélé par City Magazine et vous avez rejoint ensuite dans les années 80 le groupe de la figuration libre. Vous avez parcouru le monde pendant des années, mais Porquerolles n'était jamais loin. Vous reveniez régulièrement sur l'île pour vous ressourcer auprès de votre famille, de vos amis et de la nature, et saisir un peu de ce lieu magique à travers votre objectif dans les visages et paysages de Porquerolles. C'est d'ailleurs à travers votre livre Les années 12 que j'ai découvert votre travail. Ce livre qui retrace 40 années de photographie entre les années 70 et 2000 est un témoignage sensible et poétique de la vie sur l'île dans lequel pointe un amour profond de Porquerolles et de ses habitants. Alors de la photographie de mode à la photographie d'auteur, j'aimerais que vous nous aidiez à saisir quel a été le chemin et quel rôle Porquerolles et les Porquerolais jouent dans cet itinéraire et dans votre vie. Pour commencer Bernard, est-ce que vous pourriez me dire en quelques mots quand et comment votre famille s'est installée sur l'île ? Alors ma famille est installée sur l'île quand monsieur François-Joseph Fournier a acheté l'île. Donc ils sont venus travailler, mes grands-parents, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, pour trouver un emploi sur l'île. Ils exerçaient quelle profession ? Ils étaient employés au domaine de monsieur Fournier. Alors peut-être en tant que, oui je crois, jardinier ou des trucs comme ça, oui je pense. On vous a raconté un petit peu cette époque de François-Joseph Fournier ou pas ? Est-ce que votre famille vous en a parlé ? Bon, surtout mon oncle Titin et mon père Alexandre m'en ont parlé. Oui, ils m'en ont parlé souvent. Pour eux, c'était un grand bonheur. Ils adoraient ce monsieur. Et donc, ils étaient hors du cadre, quoi. Ils étaient pas, c'était des Iliens, quoi. Donc quelque part, la France, ça n'existait pas. C'était Porquerolles. Pour eux. Ils étaient immigrés italiens, hein, donc voilà. Et donc c'était un bonheur puisque toute cette communauté italienne vivait entre eux. Votre oncle, votre père ont fait leur place ici. Ils ont exercé quelle fonction sur l'île ? Alors, bon, d'abord ils ont fait la guerre. Mon oncle a été prisonnier de guerre. Mon père n'a pas voulu s'échapper. Pour pas être prisonnier, est allé avec un Gauthier qui était une des plus vieilles familles de Porquerolles à Monaco pour se planquer. Et c'est là où il a retrouvé ma mère. Et après-guerre, donc, il est revenu et ils ont monté la première épicerie qui s'appelait la petite épicerie de Porquerolles, donc de commerce. Donc, qui est située où sur la place ? Qui est située maintenant à côté de la boulangerie. C'était une vraie épicerie italienne. Et moi, j'ai vécu vraiment là, quoi, avec mes cousins, vraiment à l'italienne, quoi. Donc voilà. Vous êtes né dans les années 50, milieu des années 50. C'était comment de grandir dans les années 50-60 à Porquerolles ? Est-ce que vous avez des souvenirs ? Alors moi, je suis né en 53. Oui, bien sûr, j'ai que ça, c'est tout ce que j'ai. Non, évidemment, il y avait pas la place du village, il y avait pas de goudron, quoi. Et donc on montait à l'école sur des rues en terre. Déjà ça, bon, il y a des villages autre part en France comme ça aussi, hein, ça il faut pas, mais c'est déjà quelque chose, quoi. Et ensuite, on était en totale liberté. On allait à l'école, on sortait de l'école, on avait nos vélos. Il y avait aucune, il y avait pas de feu rouge, quoi. Hein. Donc c'est la liberté surtout. C'était vraiment, maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que c'était vraiment la grande liberté. Avec des règles, quand même, de parents, hein. À telle heure, il fallait rentrer faire les devoirs, bon, même si on n'en faisait pas beaucoup. Mais bon, il fallait quand même apprendre un peu. Mais, donc voilà, c'était surtout la grande liberté, quoi. Les bois, la mer, les amis.
Vous étiez libre, en fait. Quand vous sortiez de l'école, la place, c'était le terrain de jeu, la nature également. Oui, alors les vieux du pays nous apprenaient les boules, les champignons. Il paraît que vous êtes un champion. Oui, j'étais, plus maintenant. Donc voilà. Puis là, en même temps, ça se perd. Hein. Maintenant, on voit plus il y en a un ou deux de jeunes, mais ça se perd complètement. C'est une société qui a évolué différemment aussi. Hein. Faut pas. Mais nous, on n'était pas. Moi, je me rappelle avec mes copains Roland, Rémi, Jean-Paul, qui étaient mes vrais copains, puis d'autres, Gérard, d'autres, mais de ma génération. Si on sortait sur le continent, très très peu, quoi. Une fois par mois, même pas. Vous vous souvenez de votre première traversée pour rejoindre le continent? Oh oui, oui, visuellement, oui, je vois me prendre le vieux bateau de corail rouge, s'il y avait tempête, on ne prenait pas parce qu'on se mouillait, il n'y avait pas de cabine. Donc je me vois, oui, avec ma mère, trempée par les vagues, oui, je vois, oui, froid, des trucs comme ça, c'est des souvenirs. Je dis, ah non, je voulais jamais partir en face, moi. Donc, et ma mère, qui était pas une porquerolles, qui était une monégasque, qui me disait toujours, oh là là, il fallait vraiment que j'ai aimé ton père pour rester ici. Quand je suis passé, en 6e, au lycée à Hyères, Jean Écart, en pension, ça a été horrible pour moi. Le lendemain, je suis rentré à pied, la tête fendue, et les marins du bateau, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Ils ont appelé mon père, il me dit, tiens, il est là, ton fils, viens le récupérer. Le lendemain, il m'a remis à l'école, mais je supportais pas, quoi. Je supportais pas, quoi. C'était un truc, c'est un déchirement pour moi de quitter ma famille et la grande famille porquerolles. C'est-à-dire cette grande famille, d'émigrés italiens qui sont venus tous à peu près à la même époque, entre 13 et 20, quoi, travailler sur l'île. Donc, j'ai l'impression dans vos témoignages, même dans votre livre de photos Les années 12, ça se traduit bien, cette idée de communion, de fraternité, de solidarité entre les Iliens. Je crois que vous avez vécu, j'ai la sensation que vous avez vécu une époque où véritablement, j'ai bien aimé tout à l'heure, vous me disiez l'île mère et la mère, voilà. J'ai deux mères, oui, j'ai ma mère et j'ai la mère. Donc c'est vrai que c'est ça. Moi, toute ma vie, j'aurais eu ça, quoi. Mais à chaque fois que je vais pas bien, je reviens ici. Et je fais un parallèle avec mes amis corses. Alors eux, nous, on n'avait pas de terre. C'est pas pareil. Hein. Nous, on était vraiment les Corses ont de la terre qui défendent. Donc, il me dit moi aussi quand je vais mal, des fois avec la diaspora corse marseillaise, on rigole avec ça. Et quand on va mal, on retourne au pays, on retourne sur notre île. Voilà. Le lieu source et ressources. Oui. C'est important, non, même s'il y a du changement, mais c'est important. C'est important parce que moi c'est vrai que si Porquerolles n'avait pas été sauvé par Georges Pompidou d'avoir fait un parc national, d'avoir racheté, c'est-à-dire pour faire un parc, et que Porquerolles serait Ibiza, 3 villages, 4 villages, je sais pas si je parlerais comme ça aujourd'hui. Vous voyez, je veux dire. Donc voilà, ce qui est assez bien encore à Porquerolles, c'est que c'est vrai, on est devenu très touristique, même parce qu'on est trop près du continent. Le progrès des bateaux, c'est-à-dire, c'est bien le progrès, je suis pas contre, mais fait que, par exemple, ces gros semi-rigides avec des gros moteurs derrière, fait qu'ils peuvent venir en 10 minutes, quoi. Et donc c'est comme la bagnole. Et ça, c'est un peu notre mort, quoi. Donc voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut avec d'autres gens que je connais bien et que j'aime beaucoup, comme Maxime ou d'autres, hein, je vais pas tous les citer, mais de donner un peu ce que j'appelle de donner un peu à manger, c'est-à-dire de la culture, qui n'est pas que du commerce touristique. Voilà. Maxime Prodormides parle de requalification du tourisme. Pour vous, ça peut être la clé de quelque chose. Alors quand il parle de requalification, voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit un tourisme durable, des personnes qui viennent véritablement découvrir l'île et pas juste poser leur serviette une journée. Oui, mais là c'est vachement difficile. Comment on va gérer ça? C'est très difficile. Moi j'ai connu. Alors voilà, moi je suis né en 53, donc jusqu'à 60, il y avait que des amoureux de Porquerolles, oui, effectivement. Mais bon, on était très peu dans le monde entier. Maintenant, on est trop. Donc c'est pareil, Porquerolles, on est trop. Donc voilà, trop, c'est toujours pareil. Hein. Et donc, je pense que là, comment on va faire pour arriver à équilibrer tout ça? Compliqué.
il y a vraiment un exemple qui m'a beaucoup touché. Il y a 3 ans, je vais déjeuner à Port-Cros, au manoir, et je vois Monsieur Buffet, qui est un homme formidable, que j'aime. Son petit livre est formidable. Et la chute de livre est très intéressante et ça m'a touché. C'était à un moment donné, comme c'était quand même sa famille qui a classé l'île, et il dit on a protégé la nature, mais on n'a pas protégé l'humain. C'est-à-dire qu'ils étaient 80 et l'hiver maintenant il y a plus personne, quoi. Donc c'est l'équilibre, c'est toujours pareil, c'est compliqué. C'est l'équilibre entre la nature et l'humain. Mais dans un parc au Mercantour, c'est facile. Il y a pas de village, on rentre dans les bois, on part et on prend sa voiture, on repart du parc. Ici à Port-Cros, on peut pas le faire, il y a la mer, c'est notre mer. Il y a notre mer qui nous empêche. Et c'est bien aussi. Alors, le problème, c'est que Port-Cros se mérite plus. Si vous allez dans des îles en Grèce, il faut 4 heures de bateau. Là, c'est 10 minutes. Déjà, là, c'est un problème. Après, je pense qu'on laisse trop arriver Moi, tant qu'il y avait les navettes à tour fondu, tout va bien. Voilà, on savait qu'il y avait 6000 personnes quand il y a plein pot. Mais là, maintenant, ça arrive de partout au mois d'août. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense, alors là, c'est vrai que je vais me faire un peu allumer par les commerçants. Mais bon, moi, issu fils de commerçant, j'ai pas du mal à le dire. C'est vrai qu'il faut gérer ça. Parce que même eux, quand c'est trop, c'est trop. Donc voilà. Ça génère une certaine insatisfaction, justement, des touristes qui viennent faire la journée. On reviendra un petit peu sur les enjeux de Porquerolles. J'aimerais revenir sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir photographe? Alors, dans les années douces, il est fait mention de 2 de vos amis, Bernard Plossu, qui est photographe également, et Alain Le Sceau, qui était dessinateur, illustrateur, qui vous ont soutenu et encouragé tout au long de votre carrière. Est-ce que vous sauriez définir ce qu'ils vous ont appris et apporté? Alors, moi, j'étais jeune quand Alain Le Sceau et Bernard Plossu, qui sont 2 très grands, un très très grand photographe, et Alain Le Sceau qui était un très grand illustrateur. Ils m'ont appris à regarder. Ils m'ont appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand ils sont venus, voilà, ça c'était des vrais amoureux de l'île. Ils ont connu l'île, dans les années 60. Moi, alors, je les ai connus, je devais avoir 13-14 ans. 15, oui. Et Bernard venait de finir son premier tour du monde, son premier livre qui s'appelait Sur la route, je crois. Et c'est de l'errance. Et en fait, moi, je vivais que d'errance à Port-Cros. Par exemple, quand j'avais 17 ans, je me suis toujours demandé qu'est-ce que j'allais faire de ma peau, quoi. Je voulais pas être commerçant. Donc, je voulais voir le monde. C'est pas que je voulais pas travailler avec mes parents. J'avais envie de voir autre chose aussi. Et je me sentais cette errance. Alors, je marchais beaucoup, beaucoup dans les bois. Et Plossu est un grand marcheur aussi. Et donc, ils m'ont appris à regarder. Voilà. Et de la rigueur aussi artistique. Surtout, je me faisais beaucoup, pas par Bernard Plossu, mais par Alain Le Sceau, qui était terrible. Il m'engueulait beaucoup. On a eu des grandes disputes, d'ailleurs. Mais il y a d'autres personnages aussi qui ont amené de la culture à Port-Cros. Ce qui est intéressant, c'est ouvrir la tête aux jeunes. Est-ce que vous vous souvenez de la première photo que vous avez prise? Quel âge vous aviez? Est-ce qu'il y avait une intention derrière le geste? Est-ce que vous souhaitiez saisir un instant, une expression particulière, ou est-ce que ça a été totalement naturel et spontané? Alors, mes premières photos, en fait, on a démarré avec... En fait, moi, j'avais pas d'appareil, parce que au départ, j'ai toujours dit, j'ai photographié sans appareil avec mes yeux. Et les premiers appareils, je me faisais prêter par mon grand copain Yves Lebert, qui lui avait déjà des premiers appareils, Rémi aussi, et en fait, j'ai commencé à photographier avec des appareils des autres, surtout avec Yves. Et on a commencé, quand il venait en vacances, à faire nos premières photos dans sa tour où il habite, à développer nos premiers négatifs, nos premiers trucs dans le révélateur, fixateur. Voilà, tout appris tout seul. J'avais acheté un petit bouquin et Dans la tour mauresque, là, il y a il y a une photo de lui dans votre... Oui, voilà. Et donc, cette photo est très importante pour moi. Je pense que c'est pas la première, mais je veux croire que c'est la première. Celle de Yves Lebert? Ouais. Mais parce qu'on était très liés là-dessus. Et Yves
est un garçon très intéressant, qui a beaucoup de culture aussi photographique. Donc voilà. Après, non. Après, si vraiment je dois dire quelque chose qui m'a marqué, et ça, alors peut-être qu'on va dire que je me fais plaisir, mais je pense pas. Quand je sortais de l'école, mon père était très ami avec Maurice Bourg, qui avait l'Arche de Noé. Et après l'école, ce monsieur voulait, comme il n'avait pas d'enfant, m'adorait, et il voulait toujours que je vienne le voir à son bureau, et il me montrait toutes les cartes postales qu'il recevait du monde entier, et son livre d'or. C'est peut-être ça qui m'a fait devenir photographe, ou l'image, quoi. Parce que c'était quelqu'un qui bon, ben voilà, il recevait des courriers du monde entier, puisqu'il les avait reçus, Chagall, Picasso, Braque, voilà, quoi. C'est peut-être ça. Alors peut-être qu'on va me dire que je suis un peu prétentieux de dire ça, mais bon, je m'en fous. Vous avez évolué ensuite dans les secteurs de la presse, la mode et la publicité. Comment vous y êtes venu? Est-ce que ça a été un choix de votre part, une évidence ou une opportunité? Alors là, non. Non, quand je dis à un moment donné, mon père, et surtout ma mère, j'ai erré. Quand j'ai dit à mon père que je voulais plus aller à l'école, il m'a regardé. Bon. Puis il était tellement occupé avec ses affaires, il a dit bon, ça va y passer. Mais après, ils ont laissé passer. Je me rappelle, à la sortie de 3e, je devais aller dans un lycée à Marseille. C'était le lycée Marie Curie pour faire biologie. Ouais, c'était un truc de ça. Bon, il m'avait une option. Je sais pas pourquoi il m'avait mis là-dedans. Ils s'étaient pas occupés. Quoi. Bon, ils s'occupaient pas beaucoup de trucs. Et j'ai dit, je veux pas y aller. Donc, ben, j'avais quoi, 15, 16 ans. Ouais. Et donc, je suis resté ici. Mes copains étaient tous partis. Rémi était à Toulon. Yves était pas encore installé. Roland était ailleurs. Et j'étais seul. Et de 15 à 20 ans, je suis resté à errer dans Porquerolles. Alors l'été, je donnais un coup de main à mes parents, parce que quand même, ils voulaient que je travaille un peu. Mais l'hiver, bon, voilà, et je vivais la nuit, je me rappelle. Je vivais la nuit et je marchais la nuit dans les bois, je faisais de la photo, je tripatouillais mais dans les révélateurs, fixateurs, voilà, quoi. Voilà, je fais beaucoup de photos d'arbres. Donc d'ailleurs, j'ai envie de refaire des arbres, là, en ce moment, ma nouvelle expo. Donc voilà, je suis resté, il m'a laissé, quand je pense à ça, que mon père m'a laissé quand même errer de 15, moi je sais pas si j'aurais fait ça avant mon Suisse, hein. Peut-être, je sais pas, mais lui, bon, lui, il voulait être archi, donc c'est un travailleur. Mais moi, on n'était pas conditionné à travailler, à faire des études. On était dans l'errance. Nos parents, c'était des errances aussi, finalement. C'est après-guerre que le commerce est venu, mais après, au départ, quand on voit, c'était les hôtels, c'était des pensions de famille avec des vieilles dames dedans, c'était chaleureux, et tout le monde, voilà, moi j'ai vécu l'errance, quoi, je veux dire. Quand on voit après votre parcours, finalement, cette errance, elle était plutôt pas mauvaise. Mais alors Paris, comment vous quittez Lille et vous décidez? Ça va être drôle, ça aussi. Alors bon, je vous raconte tout, hein, Ingrid. Donc, j'arrive jusqu'à l'armée en 73. Les gendarmes viennent me chercher parce que, comme ma mère voulait que je suis né à Monaco. Enfin, à 15 jours, j'étais ici, hein. Mais l'État monégasque, il m'avait pas déclaré, en France. Donc, j'étais ni français, et j'étais monégasque. Mais, comme j'étais de père français, à un moment donné, les gendarmes sont venus me chercher pour faire l'armée. Que je voulais pas faire d'ailleurs non plus, hein, en 73. Donc je me retrouve dans un camp disciplinaire parce qu'évidemment j'étais insoumis, je sais pas quoi, qui était en dessus de Fréjus. C'était l'époque où la guerre, où la France était là encore en guerre au Tchad. Et c'était que des petits qui avaient fait des conneries dans la vie et qui étaient formés pour partir au Tchad. Et là, moi qui veux me faire réformer, j'essaye de tout pour me faire réformer, toutes les conneries que j'ai, voilà. Jusqu'au jour où bon, ça marche pas, je vois un psychologue qui me dit ça ne marche pas, je crois pas que t'es con, vous êtes pas fou. Donc il me dit qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit dans ma vie ma passion c'est la photographie. Ben alors vous allez être photographe d'armée. Donc ils m'ont envoyé à Paris. C'est comme ça que j'ai connu Paris déjà à Vincennes au centre aussi des armées des cinématographiques. Et après, j'étais photographe à l'armée. C'est comme ça où j'ai rebelote, les mains dans le révélateur. Et là, si j'avais pu garder les négatifs, j'ai passé presque tous les mois,
entre 500 et 1000 jeunes qui partaient après former au Tchad. Donc vous voyez, des mecs de toute la France. Des mecs qui savaient pas lire, plus que moi. Alors moi, qui me plaignais. Les mecs, ils savaient pas écrire leur nom sur les ardoises. Tellement. Des pros à la forme profonde, quoi. Donc ça, et puis après, j'ai quitté l'armée, je suis revenu à Porquerolles, 74, ouais. Un an, 74. Et là, à hiver, janvier, donc démobilisé en janvier 74. J'arrive là, mon père, ma mère se dit, alors qu'est-ce que tu fais? Je dis, je sais pas, je vais être photographe. Et puis je reste là encore une année, avec mes parents, tous les deux, voilà, très bien, encore Ro et Rance. On me disait, qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. Et puis un jour, quand même, mon père m'a dit, bon, prends une décision, si tu vas être photographe, qu'est-ce que tu vas? Je lui dis, il avait bien compris que c'était pas une boutique. Il m'a dit, tu veux une boutique, tu es à Porquerolles? Donc non. Et donc, je pars à Paris. Et là, il y a eu 2-3 personnages qui venaient en vacances à Porquerolles, il y avait encore Bernard Plossu dans le truc, il y avait encore Alain Le Sceau, qui était parisien. Et donc, on me pas pistonné, mais je rentre dans les grands studios parisiens comme assistant. C'est là où j'assiste, c'est là où j'apprends tout, quoi. Je veux dire. Mais moi, au départ, je voulais pas faire de la mode et de la pub. Hein. Je voulais faire de la photo, mais il n'y avait pas de marché photographique. C'est pas comme il y avait très peu de galeries photo, ça n'existait pas. Donc il y avait des institutions, mais il y avait pas d'autres choses. Et donc à ce moment-là, moi j'apprends un métier, et puis à partir de ce moment-là, voilà, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup peint les studios photos les nuits. Enfin, j'ai rencontré tout un. Et puis c'était Paris, j'ai beaucoup aimé Paris. J'ai fait toute ma culture tout seul, dans les musées, dans les librairies. Donc je me suis voilà. Alain Le Sceau et Plossu me dit, il faut que tu lises plein de trucs. Donc je suis allé à fond là-dedans, quoi. Et donc dans le cinéma, dans le truc. Et après j'ai démarré, et dans les années 80, voilà, il y a eu ce magazine, City Magazine, qui m'a fait confiance. Et j'ai commencé à faire des portraits pour City Magazine de grands comme William Burroughs, comme des gens comme ça, quoi. Tu vois. Et ça m'a donné une carte de visite importante, et j'ai beaucoup travaillé après, voilà. Et en même temps, je gardais aussi mon côté artistique de photos d'auteur. Et après, un grand critique d'art qui est mort aujourd'hui, qui s'appelle Bernard Lamarche-Vadel, m'a découvert, et c'est comme ça que je suis rentré dans la figuration libre avec Combas, Di Rosa, Blé. Il vous a découvert par vos photos d'art, pas par vos photos de mode. Non. Alors parce que j'ai eu 2 grandes rencontres dans ma vie, à part Plossu et Le Sceau, qui sont voilà. Vous avez bien compris. Plossu m'a envoyé voir Jean-Claude Le Magny à la Bibliothèque nationale à Paris, qui était rue de Richelieu, merveilleux monsieur, qui m'a reçu, et je suis arrivé avec 10 photos de Porquerolles, et qui m'a pris mes 10 photos de Porquerolles pour mettre à la BN. Premier truc. Donc j'étais content. Donc voilà, et après, dans les années 80, ce grand critique un peu tough qui était Lamarche-Vadel, qui m'a fait rencontrer aussi des grands artistes, quoi. Donc voilà. Bon, après, c'est qu'une question de volonté, hein. Et le milieu de la mode et de la pub, c'est un milieu qui vous a plu ou pas? J'aurais pu faire une carrière beaucoup plus grande. Mais j'étais toujours intéressé, j'étais pas vraiment une fashion victime, comme on me disait certains. Bon, j'avais des facilités, mais ça me plaisait, j'ai rencontré des gens vachement bien. Grâce à ça, j'ai fait le tour du monde. Alors moi, j'avais des copains qui vivaient que pour la mode. Moi, je vivais pas que pour la mode. Vous avez été nourri par 20 années d'errance à Porquerolles. Enfin, je sais pas, vu de l'extérieur, on peut se dire quand même que la rupture, elle est importante. Oui, mais alors moi, je veux dire, l'errance porquerolloise, c'est un truc qui me... Quand je dis errance d'observation, certainement que vous étiez nourri intellectuellement et artistiquement par l'île, mais j'entends plus... Voilà, c'est vrai que les milieux de la mode et de la pub donnent plutôt l'impression d'être des milieux éphémères. Oui, mais il n'y a pas que ça non plus. Hein. On peut voir ce côté-là, mais il y a aussi des gens très habités là-dedans aussi. Hein. Je veux dire, qui sont quand même très cultivés.
c'est pas que aller au bain-douche comme j'ai ouvert des bains-douches moi jeune, voilà, ou le Palace, quoi. C'est vrai que je me suis amusé là, quoi. Je veux dire, mais on faisait la fête. Puis Paris était vachement léger, c'était léger Paris à cette époque. C'est pas comme maintenant. On trouvait des ateliers à Belleville pour pas cher, on se nourrissait pas mal. Mais moi, quand j'étais assistant, c'était des années de bonheur. Moi, mes potes assistants, on mangeait très bien parce qu'on allait à tous les plus grands cocktails, au Ritz ou machin, toutes les grandes rédactrices de mode nous filaient leurs cartons et on était connus comme des loulous, un truc, on mangeait, mais c'était super. Mais j'ai jamais, quand on dit oui, c'est vrai que, bah voilà, on gagnait pas beaucoup d'argent, mais on s'en foutait. On avait, là aujourd'hui, quand je remonte à Paris, que je vois mes anciens agents qui ont des jeunes photographes, ils ont la haine, hein. Ils ont la haine contre nous, quoi, surtout. Ouais, mais nous, je dis, nous, on était pour rien. Donc, quelque part, c'est vrai que, ah ouais, c'était facile pour vous. Non, il fallait quand même travailler. Il fallait avoir quand même un poil de talent. Parce que la concurrence, elle y était aussi, hein. Il y avait les Anglais, il y avait les Italiens, il y avait les Espagnols, il y avait, voilà, moi, je suis allé travailler au Japon, à Tokyo, j'ai habité 1 an, je suis allé à New York, voilà. Mais grâce surtout à City Magazine, j'ai rencontré des gens merveilleux. Donc, voilà. Alors justement, sur votre carrière et vos nombreux voyages, j'ai lu que même pendant vos années d'exil, quand vous étiez au bout du monde, vous ne pouviez réfréner votre envie de revenir sur l'île et que vous rentriez régulièrement. Ça se manifestait comment, ce manque d'île? Est-ce que vous saviez qu'un jour vous rentreriez définitivement ici, au moment voilà, de ces belles années à Paris? Alors, je sais de toute façon que je revenais. Mais qu'est-ce qu'elles ont? Là, il faut faire une photo, hein. Allez, les enfants. Excusez-nous, c'est une tourterelle. Et puis, moi, Porquerolles, c'est dans mes veines, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc. Mais en même temps, de temps en temps, ça m'énerve aussi, Porquerolles. Alors, je veux pas faire le côté passéiste parce que il faut pas aller là-dedans, quoi. Je veux dire, moi, ce que j'ai eu, il y a peu de gens qui l'ont eu. Et donc, je vais pas me plaindre. Je suis pas dans la souffrance non plus, et donc quelque part, je sais que j'ai tellement besoin de découvrir le monde et j'adore les gens, enfin voyager. Donc Porquerolles, pour moi, c'est toujours ce côté où je viens comme là assis sur ce banc et ça me suffit. Donc, mais de là, je pense pas que je peux encore habiter 12 mois sur 12, parce que j'ai encore tellement besoin de voir les choses et je suis pas encore assez sage, peut-être. Donc voilà. Alors, moi je vois, oui, si j'étais obligé d'habiter ici, bah oui, je comprends. Il y a des gens qui arrivent pas à comprendre ce que je dis, mais moi je suis pas obligé, quoi. Oui, je comprends. Et puis peut-être besoin de se nourrir ailleurs et pour mieux savourer l'instant ici. Pour apporter quelque chose, pour discuter avec des mômes. C'est pour ça que là, j'adore faire des kinos, parce que je fais surtout des kinos avec les enfants, moi. Donc là, j'ai fait des photos avec eux, avec Avril Genta, et parce que j'adore, parce que j'ai eu Plossu encore une fois et le Sceau qui m'ont pris en main jeune. Donc l'idée de transmission. Peut-être, oui, sûrement. Alors je vous ai découvert à travers vos photographies plus personnelles et intimes, celles de vos amis, de votre famille, des commerçants, des instants de vie et des paysages de Porquerolles. Pour citer encore une fois votre ami Bernard Plossu, une bonne photographie, c'est une photo qui parle des autres, au sens, de l'odorat, de l'ouïe et de tout ce qui s'ensuit. Une photo parle de la mémoire des voix, des odeurs, des souvenirs. Les petites îles sont des lieux privilégiés pour les sens. Non seulement elles sentent bon, mais elles n'ont pas les sons des machines infernales du continent. Pour vous, c'est quoi une bonne photographie ? Oh, une photographie, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, j'ai toujours dit, quand j'ai voulu faire des films, j'ai compris que ça n'avait rien à voir avec la photo. La photo, c'est un instant. Voilà, elle doit raconter. Quand on la voit, elle doit vous dire tout de suite quelque chose. Si pour moi la photo, si elle ne raconte rien, voilà, c'est simplement voilà, on fait une photo avec un téléphone aujourd'hui, iPhone, quoi, c'est tout. Mais par exemple, par rapport au cinéma, ça bouge. Là, ça bouge pas, quoi. Elle trahit. Donc il faut saisir quelque chose. Ah, voilà, il faut raconter quelque chose. Je veux dire, voilà, c'est une photo, même dans les portraits, il faut que le portrait raconte quelque chose, ou la violence du personnage, ou la douceur, ou je sais pas, ou son histoire à elle. Moi, j'ai fait une série pour
pour Capitale de la Culture à Marseille en 2013 sur les femmes. Ça s'appelait Racontez-moi votre histoire. Et en plus, je l'ai fait, j'ai exposé dans les quartiers nord où tous mes copains, mes collectionneurs disaient mais qu'est-ce que tu vas foutre dans les quartiers nord? Eh bien, écoutez, c'était vraiment une des plus belles réalisations que j'ai fait aujourd'hui, très très forte, et avec des femmes extraordinaires qui n'étaient pas que des quartiers nord d'ailleurs. Hein. Et moi, bon, évidemment, cette série était très dure parce qu'elle racontait la misère, le viol, les gens qui s'étaient mis à nu devant moi et qui m'avaient fait confiance. Oui, c'était une exposition d'ailleurs pour laquelle vous aviez un vrai protocole, c'est-à-dire que vous castiez un petit peu les personnes que vous alliez photographier et donc vous les interrogiez en amont pour éviter les usurpatrices peut-être, en tout cas saisir vraiment quelque chose d'authentique. Alors le studio est resté plus d'1 an et demi avec le même fond photo noir, la même lumière, et pour pas quand même je voulais vraiment, parce qu'on pouvait m'accuser de tricherie ou des choses, j'avais mis j'enregistrais ces femmes et une caméra pour dire voilà, il a trafiqué l'histoire, mais pas du tout. Alors c'était un protocole. J'avais passé une petite annonce dans un journal qui s'appelait Le 13. Et elle répondait, je lui dis, je cherche femme qui va raconter son histoire. Et elle venait dans le studio, je leur racontais le protocole, et ensuite elle venait, elle ne revenait plus jamais, quoi. Donc il y a des femmes qui sont revenues 3 mois après, la plus rapide a été une jeune Marocaine, très jolie, elle avait 20 ans. C'est pour ça que je filmais pas, j'ai eu beaucoup des cas difficiles, hein. D'ailleurs, elles étaient d'accord. Je dis, tu vois, il y a une caméra, il y a un truc comme ça. Et elle, moi, même pas 15 jours après, elle est revenue. J'ai mon idée, le numéro de téléphone. Et elle arrive avec sa petite valise. Et elle se met à poil. Elle se met un voile sur le visage. Parce que je disais, si vous n'êtes pas identifiable, cachez-vous, des lunettes, ce que vous voulez. Et elle elle prend des chaînes, elle se noue les poignets devant son sexe. C'est elle qui avait choisi la mise en scène. C'est pas moi. Moi, après, à un moment donné, j'intervenais plus. C'est elle qui choisissait la mise en scène. Ah non, moi, je devenais que l'opérateur. Et ces photos, on peut les voir quelque part? Il y a un catalogue peut-être de l'exposition? Il y a surtout un CD à mon avis, sur Internet, vous pouvez le trouver. Il y a un truc, il y a eu un film dessus. Oui, j'en ai vu 2-3, mais... du Soleil à Marseille. Donc voilà, c'était un sujet très très fort, et c'était très beau parce que c'était dans un cloître du 17e à Marseille, dans les quartiers nord, et chaque alcôve avait eu qu'une photo. Donc avec une bande son de leur voix. C'est pour ça que j'avais enregistré leur voix. Et donc on pouvait pas dire voilà, on a bidonné. Pendant l'exposition, on entendait les voix des femmes. Ah oui, ça devait être... Elles expliquaient, mais j'ai un CD pour vous. Je vous le donnerai, je vous le ferai passer. Parce que c'est très intéressant pour vous en tant que femme de regarder ce CD. Mais alors, j'ai cru noter que alors la quête d'identité et les femmes sont des sujets qui reviennent beaucoup dans votre travail. Vous avez fait un kino en 2016 intitulé 10 mois femme de Porquerolles, où vous mettez encore une fois les femmes à l'honneur. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez les femmes? Ah, ça c'est la question. Alors, avant ça, j'avais fait Femme de Paris. Alors là, c'est dans les années 80, la première fois exposée pour le mois de la photo à Paris qui démarrait. Tous les matins, quand je travaillais pas pour la pub ou pour cela, j'avais toujours gardé mon côté artistique. Et je partais le matin de chez moi et je faisais le tour parti avec un petit appareil là et je faisais des croisements de femmes dans la rue. Et je m'arrêtais jamais. C'est-à-dire, au format américain. Et c'est des croisements. Dans la vie, on peut pas tous se reconnaître. J'aurais pu être séduit par vous, mais j'ai été séduit par quelqu'un d'autre, mais je peux pas avoir toutes les femmes du monde, quoi. Mais alors c'est vrai qu'au départ, il y avait de la violence, certaines criaient ou c'est pas. Mais quand ça marchait, c'était génial parce qu'il y avait ce côté très intéressant de séduction. 10 mètres avant, je braquais mon appareil, donc celle qui voyait bien que j'allais faire la photo. Celle qui voulait pas se faisait ça ou faisait des trucs comme ça, et celle qui marchait, qui avait senti qu'il y avait quelque chose, on se croisait à le jouer. C'était du cinéma, quoi. C'était voilà. Ça, c'était Femmes de Paris. Après,
Femme de Marseille et après femme de Porquerolles. Voilà. Ben maintenant, voilà, c'est les 3 trucs. Ben, c'est Paris, Marseille, Porquerolles. C'est là les 3 endroits où j'ai vécu. Alors vous avez d'ailleurs dit au sujet de l'exposition sur les femmes de Marseille, je suis à titre personnel persuadée que la femme fait avancer la planète, qu'elle prend position sur des sujets sensibles, qu'elle est plus courageuse, plus battante que l'homme, a fortiori lorsqu'elle vit dans certains pays, certains quartiers, quand elle doit protéger ses enfants, lutter contre la violence. Je n'aurais pas pu traiter un tel sujet avec des hommes. Alors moi personnellement ça me plaît beaucoup ce que vous dites, mais j'aimerais quand même aller un petit peu plus loin. Est-ce que vous êtes sensible à la cause des femmes? Est-ce que vous vous qualifieriez de féministe? Ah oui, oui, je me qualifie de féministe. J'ai aucun problème avec ça, moi. Moi, j'ai plus d'amis femmes. J'ai un grand plaisir à discuter avec les femmes. Donc ça, voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup. Après, mais parce que, alors, ça vient aussi de la petite enfance porquerolloise, ça. C'était quand même une île un peu de macho. Mais la mère était la mère. Je reviens aux mères et mères. Mais après, voilà, c'est des femmes jouaient pas aux boules. Ça a été une révolution quand les femmes sont arrivées au bar à l'escale de Rémi, mon copain. Jouer aux cartes, c'était la nouvelle génération de femmes qui s'est installée sur l'île. En quelle année, ça? C'est Véronique Courtecuisse, c'est bon. Les années 60, 70. Non, plus là, fin 70, oui. Ah ouais, il y avait aucune femme dans les bars à Porquerolles. Féministe. Non, il y avait pas de femme dans les bars à Porquerolles. Oh, c'était et la femme était voilà, on était élevé par les femmes à la maison. La femme était toujours très importante à la maison. Mais aux boules, c'était les boules. Aux cartes, c'était les cartes. Voilà, c'est macho Porquerolles quand même. Hein. Il y en a encore des machos. mais après, il y a eu des femmes émancipées qui sont arrivées. Et donc ça a bouleversé un peu le Porquerolles. Vous en avez en tête? Oh, Michel Dard, il y en a qui on peut soulever Véronique, qui voilà. Donc moi j'aime bien ça bouscule un peu les mecs là. C'est bien, moi j'aime beaucoup ce que vous dites. Si Porquerolles était une personne justement, ce serait un homme ou une femme? Oh là, ni l'un ni l'autre. Non, ni l'un ni l'autre. Porquerolles c'est comment je pourrais dire, Porquerolles c'est pas, on peut pas dire on est propriétaire de Porquerolles. C'est quelque chose qu'on doit sentir. C'est quelque chose qu'on doit vivre, mais voilà, moi je me sens pas propriétaire de l'île de Porquerolles. Bon, je suis né ici, voilà, point barre. Hein. Je veux dire, donc j'ai vécu avec comme des montagnards qui sont nés dans leur village en haute montagne. Alors, je fais toujours la différence, eux, ils ont pas eu la mer. Ils peuvent toujours prendre leur voiture et partir de leur montagne. Parce que nous, c'était compliqué, hein. Donc voilà, nous les Indiens, ce que je reproche aujourd'hui, c'est que la nouvelle génération, c'est pas leur faute d'ailleurs, hein, j'en reviens encore, c'est le progrès du bateau. C'est plus des Indiens. Nous, on était des vrais Indiens, quoi. Je veux dire, c'était voilà. Mais en même temps, avec ça aussi, quand je suis arrivé à Paris, je me sentais très plouc, hein. Ah oui. Oui, je veux dire, ben ouais, je suis arrivé, il y avait que la nature, les arbres, je parlais aux arbres. Donc, je suis arrivé à Paris. Je suis allé la première fois au cinéma, vous savez à quel âge? C'est Sébastien Lebert, 18 ans. Ouais. Et j'ai vu quoi comme film? Orange Mécanique. Yes. Et c'est mon ami Sébastien Lebert. C'était le premier à s'installer. Sébastien, que j'adore. Il me dit, viens Bernard, on va à Paris. C'est la première fois que j'allais à Paris. Donc, il avait une déesse, je me rappelle, un chien, un des premiers chiens. Et il n'avait pas le domaine viticole. Et il avait un petit hôtel qui s'appelait l'Esquinado. Et on partait, il m'a mené en Normandie un mois. Et donc, on s'arrêtait à Paris. Il détestait Paris, évidemment. Il était né à Paris. Et premier cinéma, Orange Mécanique, je me rappelais, c'était je me rappelle, Georges V à Paris. Ah oui. Avec des cinémas où on fumait dans le cinéma. Sur les Champs-Élysées, Georges V. Il était plus vieux que moi, alors de temps en temps, il avait d'autres amis, et quand je me sentais assez plouc. Mais lui, il s'en foutait parce qu'en fait, il adorait que Porquerolles, Sébastien. Et lui, c'est le cas inverse, quand même. C'est extraordinaire. Et mon fils César, je le compare à lui, d'ailleurs. Ils savent pas que je les compare, mais Sébastien, il n'est jamais plus reparti de Porquerolles. Il adore la mer, mais d'ailleurs, il me l'a dit un jour, il était plus parisien que moi. Alors qu'il s'agisse de portraits
ou de photos de paysages, vos photos expriment souvent l'indicible, une atmosphère, une ambiance, une émotion, une sensation. Dans les années 12, on oscille souvent entre univers de solitude, de silence et d'isolement, et fraternité, chaleur et douceur du lien filial ou amical. Est-ce que c'est ainsi que vous ressentez Porquerolles? Un lieu de contemplation où il fait bon se ressourcer et faire l'expérience de son intériorité, et en même temps un lieu de partage, de solidarité et de lien profond. Est-ce que c'est ça pour vous? C'est difficile, là. C'est encore une question vachement difficile, parce que Porquerolles, il y a plein de choses qui m'énervent aussi. Je veux dire, donc c'est vrai, des fois, j'ai la haine. J'ai pas photographié Porquerolles, et là, j'ai envie, mais ça faisait très longtemps. Et mon bouquin sur Porquerolles, l'année dernière, m'a filé une sorte de choc, grand choc, parce que chaque fois, tous mes copains me disent, alors, tu le sors ce bouquin, tu le fais ce bouquin, pendant 10 ans, 15 ans, hein. J'avais très peur de laisser une merde. Oui, un truc qui est pas bien, quoi. De me trahir et de trahir cette île. Et donc, je voulais pas non plus faire l'album de famille, hein, oui, parce que dans ce bouquin, il y a une articulation qui est entre les gens que j'ai connus, mais mon errance dans les chemins, les gens que j'ai aimés, la mère de mon fils, mes copains, mais je voulais pas que ça devienne l'album de famille, quoi. Et donc c'était très compliqué. Et les textes ont leur importance aussi. Ah, les textes ont beaucoup d'importance, beaucoup d'importance. Et donc, et le texte, j'adore le texte d'Éric Dany, évidemment. Bon, il y a Plossu, on va pas faire. Mais j'avais très peur de me trahir, mais surtout de trahir cette île. Et de trahir ces gens que j'ai aimés. On peut saluer le travail de l'éditeur parce que c'est un très beau livre, je trouve, et voilà, dans une certaine... C'est difficile, hein. Même avec l'éditeur, on a mis 2 ans. Pendant 2 ans, bon, c'est pas un des plus rapides, mon éditeur. Mais je l'aime parce qu'il est aussi dans l'errance de l'édition. Mais, alors, quand j'ai fini ce bouquin, j'ai plus fait une photo pendant 1 an. J'allais plus à mon studio. J'ai dit, c'est la fin de mon truc. Et j'étais, en même temps, c'est vrai que j'avais arrêté de fumer, ça m'a tout... Et quelque part, là maintenant, je viens de digérer à peine ce bouquin et ma vie porquerolloise. Et je passe à autre chose. Ma vie va encore démarrer d'une autre façon, je sais pas. Mais là, j'ai envie de m'installer en janvier, février, dans les mois durs de Porquerolles, avec ma chambre photo et de faire des arbres. Voilà mon prochain sujet porquerolais. Ce sera pas de l'humain, ce sera des arbres, de la broussaille. On a hâte de voir. Non, c'est le côté sauvage. Ce côté sauvage, où je vais essayer d'exprimer ce qui pousse, qui meurt jamais. Voilà, ce qui pousse toujours par-dessus, ça ne meurt jamais, quoi. Je veux dire, c'est ce côté, voilà, cette île va jamais mourir, je pense pas, quoi. Alors, il faut la respecter, voilà. Il faut, le grand mot, c'est pas prétentieux ce que je veux dire, hein. Et puis on va toujours dire, oui, mais toi tu l'as pas respecté ou je sais pas quoi, mais c'est pas là le problème, il faut arrêter ces jalousies. Moi j'ai connu à Porquerolles, les vieux, il y avait toujours un peu de jalousie, mais c'était le meilleur joueur de boules, c'était le meilleur ramasseur de champignons, le meilleur pêcheur. Alors lui, il était boulanger, mais il n'y avait pas un autre qui allait l'emmerder de monter, ou l'autre, voilà. Ils se jalousaient pas le commerce c'était pas leur truc, c'était, voilà, ils étaient là, ils vivaient en harmonie. Avec des petits, oui, il y avait des engueulades, je me rappelle, aux cartes, aux machins, des trucs. Oh, il y avait de l'alcool qui circulait aussi l'hiver. L'île comme source d'inspiration artistique, bon, pour vous, évidemment, ça vous parle. Quand on évoque l'ouverture de la Fondation Carmignac, alors l'année dernière, après de longues années de travaux, cette installation elle a suscité et soulevé des questionnements chez les Porquerolais. Elle a présenté cette année sa 2e exposition dans un climat qui a semblé beaucoup plus apaisé. Comment vous avez vécu cette installation et quel regard vous portez aujourd'hui sur ce lieu artistique qui est devenu un des lieux phares de l'île? Bah, moi, je peux pas aller contre la fondation, hein. Je préfère avoir une fondation d'art à Porquerolles que je sais pas quoi, qu'on devienne Ibiza. Vous avez visité les expositions? Ah oui, oui, bien sûr. Moi, je trouve ça de qualité, hein, je veux dire. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais l'art, voilà. Alors c'est vrai que c'est pointu. Alors c'est vrai que ça bouscule un peu les gens. Cette année, c'était un peu plus pointu que l'année dernière. Oui, l'année dernière, elle était plus grand public, je trouvais. Oui, elle était plus grand public. Alors c'est vrai que l'année dernière, elle est plus facile. Elle est plus facile, mais bon, comme ce sont des gens quand même qui sont vraiment dans le côté pointu de l'art et même dans leur prix photo que je connais par cœur, là, c'est toujours pointu, quoi. Je veux dire, c'est toujours de bonne qualité quand même. Alors
par moment, on peut aimer une pièce ou pas. Il y a des pièces que j'aime pas. Mais dans le fond, il y a le fond et la forme. L'intention pour vous et le lieu. Et le lieu. Donc Charles, pour moi, est quelqu'un d'important parce que c'est un artiste. Est-ce que vous avez des conseils de lecture ou de témoignages artistiques sur Porquerolles à conseiller? Des écrits sur Porquerolles? Le Cercle des Mahés de Simenon. Très beau livre, très difficile, qui se passe à l'Arche de Noé. Un mec qui vient de se perdre à Porquerolles, le Lyonnais d'ailleurs, tiens. Tout Lyonnais. Il faut le lire. Cercle des Mahés. Voilà. Sinon, je note. Porquerolles au fil des saisons. Pour vous, quelle est la saison que vous préférez à Porquerolles? Si tant est qu'il y en ait une. Alors, quand j'étais ado, l'été, mes premiers amours, première fiancée. Parce qu'il y avait un truc, c'est vrai qu'il y a eu très peu de mariages dans ma génération entre Porquerolles. Entre Porquerolles. Ah ouais. Très. Il fallait attendre les estivantes. Et oui, mais oui, parce que nos amis, mes meilleurs amis en classe, c'était un peu le premier flirt, mais c'était pas ça. Et avant nous, d'ailleurs, les femmes porquerolaises se mariaient beaucoup avec les marins. Il y avait la marine à Porquerolles pour s'échapper de Porquerolles. Il n'y avait pas beaucoup d'activités. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités. À l'époque, à part les gens qui tenaient des commerces, c'était différent de maintenant. Parce qu'il y avait mes fiancés de juillet et mes fiancés d'août. Parce qu'avant, c'était des touristes, mais c'était tout le mois de juillet, elles venaient en vacances, ou tout le mois d'août. Et aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Donc ça, c'est complètement différent. Hein. Ça n'a rien à voir, là. Donc là, aujourd'hui, je regarde la jeunesse porquerollaise. En jeunesse qui s'installe à Porquerolles, malgré là aussi les erreurs politiques de la mairie d'hier, c'est que si on veut que l'endroit ne meure pas, on va revenir, dans mon truc à moi, il faut de la culture, mais aussi donner de quoi à ces gens-là de se loger. Le problème du logement pour moi, c'est pas que pour les Porquerolais. S'il y a un couple de jeunes Parisiens qui supportent plus la ville et qui veut partir, comme dans certains endroits où moi j'adore un endroit où je vais souvent maintenant qui s'appelle Fort-Calquier, j'aime bien cet endroit, où il y a des jeunes qui vont faire de la culture biodynamique et tout, parce que ils peuvent apprendre des terres et tout. Mais à Porquerolles, on a fait une erreur quand la marine nationale et après la gendarmerie d'ailleurs, la mairie d'hier aurait dû préempter ce qu'on appelle l'IGSA. Il y aurait plus de jalousie d'appartements, de machins, de HLM. C'est un deuxième village immense qu'on aurait fait. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, l'installation des familles avec enfants aujourd'hui, c'est difficile à Porquerolles. Où ils vivent dans des bateaux pourris, c'est compliqué pour eux. Hein. Vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, c'est toujours l'été ou pas? Vous êtes toujours jeune, alors c'est toujours l'été. C'est ça que je dois comprendre. Non, votre saison préférée. Ma saison préférée. Ma saison préférée, non. Non, parce que le mois d'août, c'est insupportable. Je m'en vais. Je vais à la montagne. Là, j'étais en Italie. Je vais dans le Piémont. Là, cette année, j'étais dans le Piémont à Cuneo. Et j'ai trop de monde. Non, j'aime bien le mois de octobre, novembre là maintenant, parce que on est entre nous. Pas mai parce que les gros week-ends c'est terrible, mais j'aime bien juin parce que c'est des jours très longs. Il n'y a pas encore le tourisme, on peut se baigner, voilà. Mais c'est vrai que le mois le plus difficile pour moi aujourd'hui, c'est le mois d'août. C'est le mois d'août. Et encore, on est privilégié. Il ne faut pas se plaindre non plus. À 1h du matin, tout est fermé. Il n'y a pas de boîte de nuit. Il est possible de vivre un peu à contre-courant, mais voilà, quand même. Il faut vivre à contre-courant. Alors il faut s'organiser. Hein, il faut s'organiser. Ouais. Voilà. Alors oui. Mais c'est vrai que quand je dis ça, c'est encore des copains parisiens qui me font comprendre ça. Il me dit, mais Bernard, toi, t'es un peu saturé de tout ça, mais nous, quand on a essayé Saint-Tropez, quand on a essayé le Lavandou, quand on a essayé Bandol, avec nos enfants qui ont 10, 12 ans, ça reste la merveille, ça reste un truc. Ils ont des vélos, on n'a pas peur. On les laisse déambuler tranquille. Et c'est vrai que c'est encore ça. Alors, c'est ça qu'il faut pas perdre. C'est ça qu'il faut pas perdre. Il faut essayer de garder ça. Moi, je lutterai pour garder ça, ce côté, pour les enfants, ce côté très libre que j'ai eu. Hein.
Le devenir de Porquerolles, on va y arriver. Avant, je voudrais vous demander quel est votre endroit ou vos endroits préférés sur l'île. Oh, j'en ai plusieurs. Vous qui avez beaucoup erré. J'en ai plusieurs, c'est les falaises. J'adorais me promener avec mon père sur les falaises, marcher le long des falaises sur le sud, voilà. Alors, nous, les plages, c'était génial. On n'allait pas aux plages, on n'allait pas à Notre-Dame. C'était trop loin pour nous. On avait la plage du port qui était une plage comme la plage d'Argent. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait une plage. Oui, c'était génial. Donc, de temps en temps, on prenait nos vélos là-bas, si on avait, voilà. Mais je sortais de l'école, moi, on allait à la plage là après l'école. Oui, l'enfance qu'on a eue quand même. Et il y avait toutes les femmes. Alors là, il n'y avait pas d'hommes aux plages. Les hommes n'allaient pas. Dès que les femmes allaient à la plage, les hommes ne venaient pas regarder les femmes. Hein. Respect, non, il y avait un grand respect. Alors, il y avait ce côté, c'est très drôle d'ailleurs, ce côté macho. C'est ça. Oui, mais il y avait une vieille histoire que peut-être que Loulou vous a raconté, quand Madame Fournier se baignait dans le port avec son cigare, il n'y avait aucun homme qui regardait. Non, ça je connaissais pas. Ah ouais, donc voilà. Demandez à Sébastien ou à Yves. Et donc, moi, je me rappelle un truc il y avait que les enfants qui étaient admis jusqu'à un certain âge. Mais là, à la cale où il y a les pêcheurs, là, c'était une cale à bateau pour les pointus. Certaines femmes du pays, je me rappelle, elles étaient habillées en noir toujours. C'était très impressionnant, c'était très italien. Hein. Elles venaient se rafraîchir les pieds et remonter les jupes. Les hommes, les hommes, ils venaient pas voir. Hein. Il y avait que nous, les enfants. Donc voilà. Est-ce que vous pourriez me raconter un souvenir ou une anecdote marquante de votre vie à Porquerolles ? Quelque chose qui vraiment vous a marqué, ou même peut-être une petite anecdote, mais qui pour vous symbolise la vie que vous avez pu avoir sur l'île. Le truc qui m'a le plus impressionné, Pierre le Fou. Vous étiez là au moment du tournage ? Oui. Alors, je me rappelle très bien, Anna Karina Benmondo, ils étaient au Miramar, l'hôtel qui était toujours un hôtel, mais ils venaient déjeuner à l'Arche de Noé, et ça m'impressionnait. Moi, j'étais petit, parce que mes parents donc avaient l'épicerie en face, là, et ils étaient toujours tous en blanc. Je disais, pourquoi ces gens sont tous en blanc ? Et voilà, c'était 61, Pierre le Fou, c'est 61, hein. 63 ou 61 ? 63. Vous étiez petit alors, une dizaine d'années, j'ai 9-10 ans, donc j'étais très impressionné par ces gens, quoi. C'était le truc très impressionnant, quoi. Le cinéma, c'est drôle. Déjà, une certaine attraction. Et j'allais regarder ces gens tourner sur la place du village. Vous avez vu le tournage à la Treille, ouais. Vous l'avez vu. Mon père, on y allait, c'était génial. Donc voilà, c'était impressionnant. C'est une image impressionnante. Après, des images de gosses, oui. C'est avec mes copains dans les bois, les 400 coups dans les bois, quoi. On avait inventé faire du ski sur des pines de pin à Loustaou, je me rappelle. Et on descendait, on n'allait pas au ski, nous. On parlait du ski. On avait mis des planches et on faisait du ski à travers les pins. Incroyable. On avait des bosses de partout. Donc voilà, c'est des souvenirs comme ça, voilà. Mais voilà, il n'y avait pas l'argent, hein, c'est le problème. C'est toujours pareil. Hein. Oui, c'était des jeux simples, mais donc en lien avec la nature. L'argent, mais c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, les jeux, quand on gave un peu trop les gens, après, ils ont plus cette spontanéité qu'on peut avoir de trouver le petit truc et de s'amuser avec le petit truc. Nous, le premier bateau qu'on a acheté ensemble, tous mes copains, on était 10. On avait mis 10 francs. Enfin, à l'époque, ça faisait 10 euros. Quoi. Le mec, un vieux du pays, nous avait filé un as de la Côte d'Azur. C'était un voilier. Et voilà, c'était notre voilier. On était 10 propriétaires, on s'amusait comme des fous. Quoi. Voilà. C'est ce qui est plaisant ici, c'est de voir même encore aujourd'hui les enfants ici qui renouent complètement avec la nature et qui se détournent un petit peu des jeux habituels pour... Enfin, moi, je sais que personnellement, les miens, quand ils sont là, c'est des petits sauvages, quoi. Ils marchent pieds nus et ils font ce qu'ils veulent. Il faut continuer avec ça. Je veux dire, c'est ça, pour moi, Porquerolles, c'est ça qu'il faut sauver. Enfin, pas sauver d'ailleurs, faut que ça dure. Moi, quand je parle aux politiques, je leur dis, mais attendez, ou d'ailleurs au parc national, je dis, mais si vous mettez trop d'interdictions, vous allez tuer cet endroit. Et moi, je suis pas contre le parc en plus. Hein. À l'époque, il y a 30 ans peut-être, mais aujourd'hui, pas du tout. On n'est pas, je me bats, quand on dit Porquerolles île exemplaire, on n'est pas exemplaire.
on n'est pas du tout exemplaire. Quand on laisse rentrer autant de gens avec 2 chiottes dans l'île et que voilà, je veux dire, il y a plein de trucs. On va pas parler de ça, mais si, justement, l'hyperfréquentation, vous avez une position là-dessus. Alors, vous disiez tout à l'heure, en effet, vous citiez 6500 personnes qui viennent par jour pendant l'été. Je crois que ça peut même monter jusqu'à 8000. Hein. L'étude du parc montre que ça peut monter jusqu'à 8000 sans les personnes qui sont en bateau. Je dis que simplement, la tour fondue des parkings, quand c'est complet, c'est 6500 personnes. Bon, voilà, c'est pas non plus... ça va, quoi. Je veux dire, puisque ça fait une économie, puisque voilà. Mais là, depuis 2-3 ans, j'observe que il y a des compagnies qui arrivent de tous les endroits. Je veux dire, donc au mois d'août surtout. Donc il y a des jours, c'est épouvantable. Jusqu'à 14 navettes. Ouais, ça arrive de Sanary. L'autre jour, je me trouve à La Ciotat. Je vois un panneau sur la route entre Saint-Cyr-le-Lec, aller à Porquerolles, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que ça fout là, quoi. Je veux dire, voilà, c'est vraiment le truc. Comment on peut faire du fric avec Porquerolles? Voilà, ça c'est le plus mauvais danger. Et c'est pas que maintenant que les gens qui habitent Porquerolles, c'est tout l'extérieur. Ils veulent faire du fric sur le nom de Porquerolles. Ça, c'est un danger, à mon avis, aujourd'hui. Pour vous, il faudrait limiter l'hyperfréquentation l'été? Bah oui, je pense que de toute façon, on peut pas laisser entrer de plus en plus, quoi. Je veux dire, mais même, je sais pas, même les commerçants sont aujourd'hui conscients de ça, quoi. À un moment donné, il y a de temps en temps, il y a des jours où il y a des mecs, ils arrivent même pas à trouver un sandwich, quoi. Je veux dire, parce que quand c'est trop, quoi. Je veux dire, donc, faut faire attention. Alors c'est vrai que après, bah voilà, ils disent oui, mais ils repartent le soir. Oui, mais même ces gens-là, comment on les traite? Ils font là que 2 heures à Tofolo. Ils font là pour repartir 2 heures. Ils payent assez cher. Qu'est-ce qui vous semble néanmoins avoir évolué positivement? Dans le positif, alors c'est vrai que dans le positif, les navettes de bateau, c'est positif. Enfin, la navette. Tant que ça reste dans... Oui. C'est pour l'hiver, parce que c'est vrai que ces gens, c'est plus facile pour aller sur le continent pour eux, quoi. Je veux dire, ça c'est... positivement, je sais pas, qu'est-ce qui peut... Vous êtes sensible aux enjeux écologiques? Ah, positivement, si, je reviens toujours pareil. Pour moi, c'est le classement de l'île. Donc après, ce classement de l'île veut dire aussi qu'on n'est pas... On s'est sauvé des velléités de 3 villages, de devenir... Formentera ou Ibiza ou choses comme ça. Ça, c'est positif. Après, je pense que... Après, il faut que ce soit bien fait, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut que le parc soit plus quand même opérationnel sur ça. Je veux dire, moi, ce que je crains énormément dans cette île, et mes vieux copains vous diront pareil, hein, que ce soit Rémi, Roland, je reviens, ou Sébastien, ou Yves, c'est le feu, quoi. Donc, alors là, c'est aussi une aberration quand on laisse rentrer, et ça, c'est pas le problème du parc, je me suis bien posé, c'est le problème du préfet. Mais quand il y a un fort Mistral, j'ai remarqué que souvent, à Porquerolles, l'été, les chemins sont pas barrés. Et qu'on laisse venir 10 000 personnes. Et moi, je suis contre les vélos électriques. Je trouve que ça devrait être des vélos électriques, oui, pour voilà, réduite, voilà. Mais pour des jeunes qui font la course, demandez à Maxime Prodomides qui, quand il descend de sa ferme sur le village, il m'a dit des fois j'ai peur, ils arrivent face à moi à 5 ou 6 des petits jeunes qui font la course à 40 km/h. C'est pas possible, ça. Et maintenant, alors, on va laisser arriver des trottinettes, quoi. Le grand progrès, c'est le classement de l'île, c'est tout. C'est ça le grand progrès. Voilà. Je remercie Madame Pompidou et Georges Pompidou. Voilà. Pour vous, quels sont les grands enjeux, même si on les a vraiment, à mon avis, pas mal évoqués, les grands enjeux de Porquerolles pour les années à venir? On parlait du logement, on parlait de l'environnement. Qu'on ne devienne pas uniquement un univers commercial. Je veux dire, il faut faire attention à ça. Et qu'on protège la mer. C'est le problème, hein. C'est le problème qui est pas que sur Porquerolles d'ailleurs, c'est la protection parce qu'on est trop sur la planète et le progrès a fait que, moi je suis pas contre le progrès, a fait que on s'est tué petit à petit, quoi, là-dessus. Et donc je pense que pour Porquerolles, je pense qu'il va falloir être plus ferme avec la protection porquerolloise, aussi bien de la mer, des bateaux,
Il y a plein d'endroits. Moi, j'ai mon ami Sébastien qui va en Croatie souvent avec son bateau, il me dit, mais il y a des bouées, on prend des bouées, on est respecté, ça coûte que dalle, mais au moins, on jette pas l'ancre, voilà. Et nous, on n'y arrive pas quand même. Hein. La notion d'île exemplaire, ça vous parle ou pas? Bah, j'aimerais bien l'île exemplaire. Quand on dit pourquoi l'île exemplaire, on l'est pas. On l'est pas. Je veux dire, au niveau des poubelles, on l'est pas. On l'est pas, quoi. Voilà. On va pas. Il y a encore un peu de boulot. Il y a beaucoup de boulot. Mais alors, si vous voulez qu'un village par exemple, moi avec ma famille, donc mes petits cousins pêchent, on est propriétaire de la boulangerie. Donc la boulangerie, mon père me disait, on reste. Il n'était pas boulanger d'ailleurs, mon père. Et il avait acheté ça pour agrandir pour la famille. La boulangerie est venue après l'épicerie, c'est bien ça? Sûr. Et parce que la famille s'agrandissait, donc il fallait. Et donc il disait, on reste ouvert à l'année parce que on gagne de l'argent l'été, on peut en perdre l'hiver. Donc là, c'est encore ouvert. Vous voyez, j'ai nommé une Irène qui est arrivée il y a 15 ans, dont sa tante était s'occuper de mon oncle à l'Arche de Noé, et on l'a nommé directeur de la boulangerie, et c'est chez elle, quoi. C'est sa maison. Et donc, voilà, on fait 100 baguettes par jour, c'est pas avec 100 baguettes qu'on on a 2 employés, bon, on va refaire l'histoire. Mais bon, il y a quand même Pisani aussi qui joue le rôle. Il y a Gérard Genta, Guillaume, que j'aime beaucoup, qui, voilà, donc. Faire vivre un petit peu ce village. Hein, voilà. Donc moi quand j'étais gosse, il y avait un coiffeur, c'était. Ouais, un des enjeux pour vous, c'est favoriser cette vie de village, que les familles puissent s'installer, restent. Oui, pour ça, il faut donner, il faut qu'on leur donne de quoi se loger. C'est toujours pareil. Il y a des petits jeunes porquerolais qui aujourd'hui travaillent ici et vont vivre ailleurs. Parce que vous évoquiez tout à l'heure Porquerolles, la fermeture de l'école, c'est une menace qui pèse aujourd'hui sur l'île. Bah oui, c'est toujours pareil. Hein. S'il n'y a pas des jeunes couples qui font des enfants, un jour ou l'autre, il y a plus d'enfants. Voilà, c'est ça le problème. Hein. Voilà, ça va arriver. Bon, la Poste, on a une antenne à la mairie maintenant. Petit à petit, si on devient, c'est ça le danger. Si on devient trop saison commerce, le danger il est là. C'est-à-dire, bon, c'est facile, on fait du fric, je suis pas contre ça, hein, d'ailleurs, hein, c'est économiquement, c'est intéressant, mais c'est savoir aussi le remettre en circulation. C'est aussi faire un apport de tout ça. Alors, tout ça, voilà, c'est pour ça que je suis pas contre la fondation, surtout, faut pas être comme ça. Je suis pas contre le groupe Chanel qui vient d'acheter Sébastien Lebert, parce que ce sont des gens très écolos, et je pense qu'ils vont comprendre, et j'espère, mais je pense que Porquerolles, c'est pas une usine Afrique. Voilà, c'est tout. Il me reste 2 questions, alors. Bernard. Quelle est votre définition du porquerolais? J'en ai pas. Le porquerolais, il y a plusieurs définitions qu'on peut avoir. Hein. Moi, je pense que le porquerolais, c'est quelqu'un qui doit aimer Porquerolles et qui doit sentir ce Porquerolles. Il doit aussi admettre plein de choses, hein, que la vie a changé, qu'il faut regarder et essayer de faire que Porquerolles ne change pas, enfin au niveau des sensations. Après, c'est vrai que Porquerolles doit changer aussi, hein, dans le fait, mais je pense que le porquerolais, alors des râleurs, parce que il a des facilités. Quand je leur dis, mais quand même, vous vous rendez pas compte, c'est quand même plus facile à Porquerolles que si vous vivez dans d'autres endroits. Hein. Quand même. Alors c'est vrai qu'il peut râler, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent faire râler. Les logements, les machins, les trucs, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a pas tout va bien, quoi. C'est sûr. Mais bon, dans l'ensemble. Quelqu'un qui participe aussi à la vie de l'île? Ouais, mais ils participent tous à leur façon. De toute façon, dès que vous êtes ici, vous participez à quelque chose. Vous êtes obligé. On vous met dedans, même si vous n'avez pas envie d'y aller, d'une manière. Voilà, moi j'aime bien quelqu'un qui arrive ici à Porquerolles et qui fait quelque chose de bien. Par exemple, le kino, c'est très très bien. C'est donner à manger à des jeunes. C'était très intéressant. Si un petit jeune aujourd'hui, demain, moi si j'avais eu ça, moi j'avais pas ça à Porquerolles. Si j'avais eu moi un petit jeune qui va devenir un grand cinéaste, c'est grâce au kino peut-être. Moi j'avais pas ça. J'ai eu Plossu et Dosso. Ouais. J'ai eu pas ça. Un petit jeune qui devient une école de voile à Porquerolles, ben voilà. Quelqu'un qui devient un grand marin. C'est ça ce qui est intéressant. C'est donner de l'envie à des jeunes.
Dernière question, en évoquant Porquerolles, on parle d'écrins, de joyaux de la Méditerranée, de la perle des îles d'Or. Un peu à la façon d'un portrait chinois, quel serait selon vous l'objet ou l'image la plus évocatrice de Porquerolles? Quand vous êtes loin de l'île et que vous pensez à Porquerolles, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Qu'est-ce qui vous vient comme image? Ma famille. Mon oncle, mon père, ma mère. On était dans un appartement au-dessus de l'épicerie, en famille italienne. On n'avait pas de douche. Oui, je veux dire, c'était... Mais... Mon enfance, voilà. Moi, plus je vieillis, plus j'ai des flashs qui me remontent dans la tête de ça, voilà. Mais c'est pas passéiste, c'est ce bonheur. C'est grâce à ça ce que je suis devenu. C'est Porquerolles. C'est le Porquerolles que j'aime, quoi, que j'ai aimé et qui m'a fait devenir un homme, quoi. Voilà, tout simple, c'est aussi simple que ça. On doit pas se plaindre. Moi, je me plains pas, quoi. Voilà, j'aurais pu être autre chose, mais là, bon, je peux pas me plaindre. C'est pas vrai. Je veux dire, après, il y a des gens qui vivent des vies plus difficiles, hein. Donc, quand je vois les immigrés arriver, voilà, il faut pas se plaindre, hein. Et je suis fils d'immigrés, hein. De l'errance à Porquerolles à la photographie d'art, il y a pire comme parcours. Oui, oui. Enfin, en même temps, je me le suis fait, hein. Absolument. Je l'ai gagné, hein. Je l'ai gagné, je veux dire que mais il faut être passionné pour faire ça. C'est pour ça que j'ai pas fait, je suis pas allé à fond, j'ai pas fait ce métier de photographe comme un métier, moi. Moi, j'avais des copains, ils me disent, mais non, c'est un métier, moi, ils faisaient de la photographie par exemple, de nature morte ou des choses comme ça. C'était un métier, il photographier des vers ou des choses comme ça. Moi, c'était plutôt de la joie et de l'émotion photographique. C'est-à-dire, voilà. Moi, les premières grandes séries de photos que j'ai fait de mode, j'ai pas dormi de la nuit, quoi. La première fois que j'ai travaillé pour Vogue, le matin, je vomissais avant de partir au travail, hein. Je veux dire, de stress? Ah ouais, oui, j'allais photographier les stars, les machins et tout. Compliqué, hein. La mode, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et puis on avait le temps. Alors c'est vrai que maintenant ils ont plus le temps, mais bon, nous on faisait 2 photos par jour, alors que maintenant on leur demande 20 photos par jour. Quelles sont les stars que vous avez préféré photographier? Est-ce que vous avez le souvenir d'une séance de photographie qui vous a marqué avec une personnalité? Alors, un écrivain, évidemment, c'est William Burroughs à l'hôtel du Port-Royal pour City Magazine. C'était quelqu'un de très impressionnant. La photo j'adore cette photo. Il est dans un fauteuil et il m'a pas parlé pendant 2 heures. Donc, c'était un face-à-alors muet. C'était un personnage très impressionnant. Bien. Ouais, faut être fort en face. Ouais. Alors, c'est toujours pareil. Si le personnage en face de vous prend le dessus, vous faites pas une bonne photo. Mais après, une photo de nu extraordinaire que j'ai fait, c'est Ariel Dombal. Et ça a duré toute une après-midi pour faire une photo, pour l'éclairer. Elle voulait le magazine, c'était un hommage pour City, mais une double page. C'était une photo à la façon des grandes années 50. Et donc c'était que des éclairages difficiles à faire et c'était très compliqué, mais très extraordinaire, grande dame aussi. Donc on a fait une photo façon Harcourt et c'était magnifique. La photo est magnifique. Alors, toujours. Après, je me suis régalé aussi à faire des jeunes actrices. J'ai fait des premières voix, comme on avait dit. On m'a envoyé parce que comme on savait que je faisais photographe de mode, les agences de mannequins m'envoyaient, par hasard, m'ont envoyé Carla Bruni. Après, j'ai fait des photos de Béatrice Dalle pour son premier rôle de 37 degrés. Après, évidemment, grâce à des magazines, j'avais toutes les petites jeunes actrices qui voulaient faire des portraits avec moi. Ou d'autres, hein. J'avais pas que moi, hein, comme portrait triste. Mais c'était génial parce que grâce à ça, j'ai découvert plein de gens géniaux. Je me suis bien amusé, quoi. Je veux dire, c'était voilà, comme je dis, grâce à ce métier. Je n'ai pas fait un métier, c'est pour moi pas un métier, c'est surtout une aventure humaine encore. C'est encore de l'errance, hein. C'est encore de l'errance, je veux dire. Je suis encore là-dedans d'ailleurs. J'ai du mal, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, mes compagnes disent toujours, mais tu as besoin de personne, tu as besoin que ta mère. C'est Porquerolles.
Ma compagne me dit toujours ça. De toute façon, t'as besoin que de ta mère. Et alors, je m'inquiète beaucoup pour mon fils parce qu'il devient comme ça. César Pesse. Il va falloir le rencontrer, celui-là aussi. J'espère bien pouvoir le rencontrer. Merci infiniment, Bernard. C'est moi. Pour ce passionnant témoignage et le regard singulier que vous portez sur cette île. C'est pas notre truc, voilà. Merci à Bernard d'avoir remonté le temps sur son étonnant parcours et de nous avoir plongé dans les années 12 de Porquerolles avec la finesse de son regard. Nous en sommes au 6e épisode de Fragile et j'aimerais prendre le temps de vous remercier tous pour votre écoute, vos doux messages, vos encouragements et vos contributions qui nourrissent le podcast au-delà de ce que j'avais pu imaginer. C'est assez dingue, alors merci beaucoup. Pour retrouver toutes les notes de cet épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés au podcast Fragile, vous pouvez le faire tout de suite sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Si cet épisode vous a plu, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours immensément plaisir de vous lire. Dans le prochain épisode, on découvrira Porquerolles à travers le regard d'Eliott, 14 ans, amoureux de pêche et de nature. Vous verrez, il est passionnant. En attendant, on se retrouve sur Facebook et Instagram. À très bientôt!